Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes, en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple,
produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Il y a 54 000 ans, un intéressant groupe d'individus vivait dans des grottes. Un père, une fille et quelques autres membres de leur famille proche. Le plus intéressant, c'est qu'il s'agit de la première famille néandertalienne jamais découverte. Une équipe de scientifiques a étudié l'ADN ancien de leurs dents et de leurs os pour en savoir plus sur les premières sociétés humaines. Ces recherches ont révélé une chose surprenante. Ils ont probablement vécu dans ces grottes, tous ensemble, en même temps. 11 néandertaliens vivaient ensemble dans une caverne, la grotte Chagirskaya, et 2 autres dans une autre grotte située à proximité. Ils étaient donc 13, 8 adultes et 5 enfants. Outre leur ADN, les scientifiques ont également retrouvé leurs outils de pierre et des ossements d'animaux. Les Néandertaliens sont les anciens cousins de l'homme, qui sont certainement les plus proches de nous. Leur crâne était long et aplati, si on le compare à celui de l'Homo sapiens qui est davantage sphérique. Ils présentaient également cette crête sourcilière proéminente au-dessus des yeux. On les reconnaît facilement à leur visage, dont la partie centrale ressort vers l'avant, ainsi qu'à leur large nez. Certains estiment qu'un tel nez était un moyen de s'adapter à la vie dans des environnements froids et secs. Lorsque l'intérieur du nez est plus grand, il humidifie et réchauffe mieux l'air que l'on respire. Contrairement à nous, ils n'avaient pas beaucoup de menton. De plus, des marques retrouvées sur leurs dents de devant nous indiquent que les Néandertaliens les utilisaient en complément de leurs mains lorsqu'ils préparaient leur nourriture et travaillaient les matériaux à leur disposition. Leur corps était robuste et musclé, avec des épaules et des hanches larges.
Leur taille moyenne était de 1,50 m à 1,75 m pour un poids de 60 à 80 kg. Leur forme trapue, avec des os courts au niveau des bras et des jambes, minimisait la surface exposée de leur peau, ce qui les protégeait mieux du froid. Leur espérance de vie était d'environ 30 ans, même si certains d'entre eux vivaient davantage. Les Néandertaliens auraient habité les régions qui sont aujourd'hui l'Europe et l'Asie pendant plus de 350 000 ans. Ils n'ont disparu qu'il y a environ 40 000 ans. C'est à peu près à cette époque que l'on retrouve des traces de l'Homo sapiens en Europe. Leurs familles étaient des groupes très unis de 10 à 20 individus. C'est beaucoup moins que la population de n'importe quel peuplement humain, ancien ou moderne. C'est plutôt la taille des groupes au sein d'une espèce proche de l'extinction. Ces Néandertaliens vivaient dans leurs grottes, au sein de petites communautés, mais ils n'étaient pas isolés du reste de leurs congénères. Ils dépendaient les uns des autres pour survivre. Ils prenaient soin de leurs voisins, en particulier de ceux qui ne pouvaient pas s'en sortir d'eux-mêmes. De plus, leurs grottes n'étaient pas aussi primitives que nous pourrions l'imaginer. Par exemple, il y avait un trou près du foyer qui servait probablement à chauffer de l'eau. De plus, ils organisaient leur espace. Ils avaient des zones de repos, des parties de la grotte, où ils laissaient leurs déchets, et des parties dédiées, où ils fabriquaient des outils en pierre et préparaient leur pitance. Ils évoluaient dans les vallées fluviales pour attraper des proies, telles que les bisons, les bouquetins, les chevaux sauvages et d'autres animaux. Ils étaient habiles à planifier leur stratégie. Certaines études ont montré qu'ils connaissaient le schéma de migration des rennes. Ils planifiaient donc leur chasse en fonction des prédictions des déplacements de leurs proies. L'un des plus gros animaux qu'ils traquaient était le mammouth laineux. Tu les connais, c'est un parent des éléphants modernes, couverts de fourrure et pouvant peser jusqu'à 5 tonnes, qui s'est éteint il y a bien longtemps. Des études ont montré que les mammouths laineux et les Néandertaliens partageaient certains traits génétiques. Ce n'est pas si surprenant quand on y pense. Les deux espèces se sont développées à partir d'ancêtres africains avant de parvenir à s'adapter au climat froid et rude de l'Eurasie pendant l'ère glaciaire. Elles ont donc été confrontées à des conditions similaires et se sont éteintes à peu près en même temps. Les Néandertaliens ont également eu recours à la pierre pour fabriquer des outils, semblables à ceux qu'utilisaient d'autres des premiers hommes, tels que des grattoirs et des lames fabriquées à partir d'éclats de pierre. Ces outils que les scientifiques ont trouvés dans les 2 grottes qu'ils ont étudiées ont été créés à partir des mêmes matières premières. Cela signifie que les communautés se côtoyaient et interagissaient probablement d'une manière ou d'une autre. Jusqu'au XXe siècle, beaucoup pensaient que les Néandertaliens étaient très différents des humains modernes, compte tenu de leur génétique, de leur apparence physique et de leur comportement. Mais des découvertes plus récentes sur cette population fossile eurasienne bien préservée ont montré que certains de ses membres étaient semblables aux gens d'aujourd'hui. Les Néandertaliens ont vécu avant et pendant la dernière période glaciaire, le Pléistocène, dans certains des endroits les plus rudes où l'homme ait jamais vécu. En plus de leurs outils et de la capture d'animaux, ils cueillaient des plantes dans les environs. Ils mangeaient aussi souvent des légumes cuits. Leur capacité à rester en vie pendant des dizaines de milliers d'années au cours de la dernière période glaciaire est un très bon exemple de la façon dont les humains peuvent s'adapter à presque toutes les situations. Les Néandertaliens ont également produit l'art rupestre le plus ancien que nous connaissions. Les chercheurs ont exploré 3 grottes espagnoles où ils vivaient, et toutes présentaient des peintures noires et rouges, faites de pointillés, d'animaux et de formes géométriques, ainsi que des empreintes de mains, faites au pochoir et des gravures. Ces peintures ont été réalisées il y a plus de 60 000 ans. Étant donné que l'Homo sapiens est arrivé en Europe 20 000 ans plus tard, on peut supposer que les Néandertaliens étaient la seule espèce humaine présente sur ce continent à l'époque, et que ce sont donc eux qui ont créé cet art rupestre. De plus, ces grottes étaient distantes de 700 km. Ce n'est donc pas comme si seuls quelques Néandertaliens en étaient capables. Ces peintures étaient manifestement une tradition de longue date. Ils étaient également de grands amateurs de mode. Ils fabriquaient leurs propres bijoux, dont certains avec des serres d'aigle. Les exemples les plus anciens que nous ayons pu retrouver remontent à près de 130 000 ans. Ils utilisaient aussi très probablement des pigments pour se camoufler ou orner leur corps. Par ailleurs, l'Homo sapiens n'était pas la seule espèce à maîtriser le feu.
des chercheurs ont examiné plus de 140 restes de feu à travers l'Europe et se sont rendus compte que les Néandertaliens l'utilisaient eux aussi depuis longtemps. Ces traces comprenaient du charbon de bois, des os calcinés et des objets en pierre chauffée. Les Néandertaliens utilisaient le feu pour la cuisson de leurs aliments et la fabrication d'outils. Ils collèrent des manches en bois à des morceaux de pierre avec de la poix, qui agissait comme une colle naturelle. La combustion de l'écorce de bouleau étant le seul moyen de fabriquer ce liquide gluant, les Néandertaliens devaient donc savoir maîtriser le feu. La plupart des gens s'imaginent que les Néandertaliens grognaient probablement, mais en réalité ce n'est pas le cas. Leur voix n'était pas non plus tout à fait la même que la nôtre. Leur grosse poitrine, leur posture et la forme de leur gorge leur donnaient probablement une voix plus forte et plus aiguë que celle de l'homme moyen. Ils n'avaient probablement pas un vocabulaire aussi sophistiqué que le nôtre. Mais ils pouvaient utiliser un langage complexe, car ils disposaient eux aussi d'un os hyoïde. Il s'agit de cette petite chose que nous avons dans notre cou et qui soutient la base de notre langue. C'est cette même chose qui nous permet de vocaliser comme nous le faisons. Les Néandertaliens nous ressemblaient fort plus que nous ne le pensons. Certains pensent qu'ils auraient même construit des navires permettant de traverser la Méditerranée. Et ce n'est pas comme si les Néandertaliens avaient vécu quelque part. C'était éteint, puis que les humains modernes étaient apparus. Il semblerait que ces groupes se soient rencontrés il y a environ 100 000 ans dans la péninsule arabique ou au Moyen-Orient. C'est à cette époque que les premiers groupes d'humains modernes ont quitté l'Afrique. Des scientifiques ont analysé l'ADN de l'une de ces femmes de Néandertal qui vivaient il y a plus de 50 000 ans. Et ils présentaient également des gènes d'humains modernes. Certains traits physiques, comme la couleur de la peau et des cheveux, l'humeur et les habitudes de sommeil, sont liés à la quantité de lumière solaire dont nous bénéficions. Les Néandertaliens ont vécu en Europe et en Asie longtemps avant l'arrivée de l'homme moderne. Ils étaient donc habitués à un ensoleillement moindre par rapport à ceux venus d'Afrique. Ces Néandertaliens avaient des traits de caractère différents en raison de leur plus faible exposition à la lumière du soleil, et ces traits ont été transmis à leur progéniture lorsqu'ils se sont mêlés aux humains modernes. En d'autres termes, certains traits de caractère que les humains modernes présentent aujourd'hui sont influencés par les gènes de Néandertal. Par exemple, les personnes qui sont noctambules ont parfois quelques gènes néandertaliens. Et par ailleurs, environ 1% des Néandertaliens avaient la peau claire, les cheveux roux et peut-être même des taches de rousseur. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles.
Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent pour que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée au voile pourpre et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison,
Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degré de Djeser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au XIXe siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi », et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991.
Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait. L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes, dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui?
Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez. Que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable.
Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Des spécialistes ont mis au jour le plus ancien village lacustre jamais découvert en Europe, caché sous les eaux du lac Doride, entre l'Albanie et la Macédoine du Nord. Ce lac, quant à lui, est également d'une ancienneté remarquable. On le considère comme l'un des plus anciens au monde. Avant cette découverte, un village situé dans les Alpes italiennes détenait le record avec environ 7000 ans d'existence. Cependant, des analyses par datation au radiocarbone révèlent que le village submergé du lac Doride a été édifié entre 6000 et 5080 ans avant notre ère, le rendant ainsi 1000 ans plus vieux que tout autre village en Europe.
Ce village néolithique, qui abritait de 2 à 500 habitants, constitue l'une des toutes premières communautés humaines sédentaires connues. Cette découverte ne serait pas aussi fascinante sans le mystère qui l'entoure. Les habitants avaient érigé une forteresse de piquets de bois tout autour de leur village, vraisemblablement pour se protéger. Mais de quoi? Ce danger reste mystérieux. Les villageois ont pris soin de construire leurs habitations sur pilotis au-dessus du lac, en les entourant de ces défenses de bois. Pourquoi ces précautions élaborées? C'est précisément la question à laquelle les archéologues tentent de répondre. Existe-t-il d'autres implantations inhabituelles? Absolument. Prenez par exemple Göbekli Tepe. Ce site nous ramène aux origines même des premiers peuplements permanents et nous invite à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur l'émergence de sociétés organisées. Il semble que les habitants de cet endroit étaient particulièrement attachés à des pratiques spécifiques, probablement des rituels ou des rassemblements. Il y a environ 11 000 ans, ces anciens ont sculpté d'immenses blocs de calcaire et, d'une manière encore mystérieuse, les ont transportés de l'autre côté du monticule. Ces pierres, décorées de gravures d'animaux et de figures humaines, étaient disposées en cercle, comme des toiles témoignant de leur mode de vie. Sous ces pierres, on retrouve les mêmes piliers massifs que ceux érigés de l'autre côté du monticule. Près de 250 de ces piliers émergent à la surface, et les fouilles en ont révélé environ 60 autres. Ces éléments sont autant de messages venus du passé, nous livrant des indices sur la vie et les activités des personnes ayant habité ces lieux. Ces découvertes bouleversent les chronologies et les interprétations classiques des premières sociétés humaines. Bien que Göbekli Tepe soit devenu une destination prisée des touristes, un autre site à proximité, Karahan Tepe, reste moins connu, mais tout aussi remarquable. Ces deux sites défendent l'idée selon laquelle l'élevage aurait conduit à la sédentarisation. Il semblerait plutôt que les populations se soient d'abord établies en un lieu fixe, avant d'entamer la domestication animale. Ils remettent également en question l'hypothèse traditionnelle selon laquelle les sociétés organisées auraient émergé à la suite de l'agriculture. Ces sites anciens laissent entendre que des communautés structurées existaient avant même le développement agricole, et qu'elles pratiquaient sans doute des rituels cultuels ou communautaires. Ces structures suggèrent des fonctions complexes et polyvalentes plutôt que simplement religieuses. Les gens se rassemblaient dans ces lieux pour discuter et raconter des histoires, favorisant une identité collective. Ces bâtiments pourraient marquer les débuts d'une communauté cohésive, montrant l'émergence de hiérarchies horizontales et de partage des connaissances. Partons maintenant de l'autre côté du globe. Au Mexique, des pyramides méconnues, âgées d'environ 1500 ans, méritent qu'on s'y attarde. Ces édifices ont défié les siècles grâce à un ingrédient unique provenant du figuier de Barbarie. Ce cactus a permis aux bâtisseurs indigènes de concevoir ces merveilles architecturales du monde antique. Ces pyramides de roches volcaniques grises s'élèvent comme une chaîne de montagnes miniatures. En nous approchant, on distingue les marches parfaitement gravées dans la roche dure, formant un escalier monumental sur la plus haute pyramide. Deux autres structures, appelées la Maison du Vent et la Maison de la Nuit la plus longue, illustrent également cette maîtrise. Selon la légende, ces structures abritaient des trésors. Ce n'est pourtant qu'au début des années 2000, avec les fouilles entreprises par des archéologues mexicains, que leurs secrets ont commencé à être dévoilés. La Maison des 13 cieux, édifiée autour de 540 avant notre ère, servait à marquer le passage du temps. À une époque où les horloges et les calendriers n'existaient pas, les anciens se référaient aux astres pour repérer les dates importantes. Cette pyramide agissait comme un calendrier cosmique. Ses angles étaient alignés avec les solstices et les dates essentielles pour les semailles et les récoltes. Aujourd'hui encore, en montant ces marches, le soleil s'aligne parfaitement avec un coin spécifique de la pyramide. Mais ces édifices ne se contentaient pas de suivre le cours du temps. Les archéologues Quiroz et Zepeda cherchent à en percer les mystères. Parmi les artefacts découverts, ils ont constaté que les anciens bâtisseurs utilisaient une substance adhésive provenant des feuilles du figuier de Barbarie pour solidifier leur construction, une technique encore employée par certains peuples autochtones.
Les révélations se succèdent. La maison des 13 cieux a même livré un squelette, plus ancien que la pyramide elle-même, d'environ un millénaire. Ce détail indique que les anciens ont transporté ce corps pendant près de 950 ans, ajoutant ainsi un autre mystère à ce site fascinant. Prochaine étape, la Duna de Bologna, une dune espagnole recelant des ruines romaines enfouies. Située aux confins de l'Europe, face à l'Afrique du Nord, cette formation sablonneuse dépasse les 30 mètres de hauteur et 200 mètres de largeur. Sous l'effet des vents, la dune se déplace, dévoilant progressivement des fragments d'histoire profondément enfouis. Avec le changement climatique, ces vents s'intensifient, accélérant la migration de la dune et révélant des traces des anciens habitants de cette région. Les archéologues, en fouillant cette zone, ont mis au jour d'antiques sépultures. Imaginez parcourir ce dédale de sable pour tomber sur ces tombes chargées d'histoire. Le sable, tel un gardien, a protégé des ossements, des bijoux et des pointes de flèches. Mais ce n'est pas tout. À proximité se trouve un site archéologique du IIe siècle avant notre ère, datant de l'époque où les Romains s'y étaient établis. Ils y avaient bâti une ville complète, avec des thermes, un théâtre et un temple, le tout érigé sur les vestiges d'un ancien établissement phénicien. Il y a bien longtemps, un tremblement de terre a contraint les habitants à abandonner la ville, qui est restée ensevelie sous le sable pendant des siècles. Aujourd'hui, historiens et archéologues espèrent que ce paysage en perpétuel mouvement révélera encore d'autres secrets. Souhaitons que cette capsule temporelle de sable soit préservée et continue à transmettre ses histoires aux générations futures. Au Pérou, des archéologues étudient le passage du Condor, un couloir secret vieux de 3000 ans. Curieux? Ce passage a été mis au jour à Chavin de Huántar, une ancienne cité où vivait le peuple Chavin, située à environ 300 km de Lima, la capitale péruvienne. Le peuple Chavin était réputé pour son talent artistique. Fascinés par les oiseaux et les félins, ils intégraient souvent ces motifs dans leurs œuvres. Bien avant l'avènement de l'empire Inca, ils figuraient parmi les premières sociétés sédentaires des hauts plateaux andins, cultivant ces terres 2 millénaires avant l'apparition des Incas. Dans un des édifices du temple, les archéologues ont découvert ce passage dissimulé, qu'ils ont surnommé le passage du Condor. Ce couloir, resté fermé pendant des siècles, conduit à plusieurs salles du temple, offrant un aperçu rare de la vie de l'époque. Lara Croft pourrait s'en donner à cœur joie. À l'intérieur de ce passage secret, les chercheurs ont trouvé des objets fascinants, notamment une imposante poterie, plus lourde qu'un sac de pommes de terre et ornée de la tête et des ailes d'un condor. C'était par ailleurs un symbole de pouvoir pour les anciens Andins. Les fouilles ont également mis au jour d'autres poteries, toutes découvertes en mai 2022, au moment de l'ouverture de cette entrée dissimulée. Tout cela est donc plutôt récent. Le complexe de temples recèle encore d'autres structures, comme des terrasses, et bien d'autres mystères restent encore à découvrir. Progresser dans ces passages cachés pose de nombreux défis. Les archéologues ont donc eu recours à des caméras montées sur des robots pour explorer les lieux sans risquer de les endommager ou d'y rester coincés. Attendons de voir ce que ces fouilles révéleront encore d'incroyable. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie,
alors que le continent européen, par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique. La Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour, 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais pas trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine.
Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné, les participants courent le long de la muraille, y compris sur toutes ses marches. Il y a 3 distances, de sorte que les participants peuvent courir un marathon complet de 42 km, un semi-marathon de 21 ou un simple footing de 8 km. As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ».
Schmitt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmitt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmitt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burins en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmitt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmitt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmitt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours
prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant et d'utiliser de nouvelles preuves et différentes façons de penser. Ainsi, il pourrait y avoir un groupe de personnes vivantes dans cette région qui ne restaient pas au même endroit tout le temps. Ils se déplaçaient un peu mais avaient tout de même une culture propre, vivant dans la région de manière semi-sédentaire. Göbekli Tepe n'est pas seulement l'emplacement d'un temple unique, mais aussi d'une incroyable collection de plus de 20 structures anciennes. À mesure que les archéologues sondent les profondeurs de cette merveille, ils en comprennent la disposition unique, avec 2 points focaux proéminents au cœur de chaque fondation, complétés par des structures plus petites et des murs de partage. Ce qui était encore plus fou, c'est que l'on compte également plus de 200 obélisques dans les parages. Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile, surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grand que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massif. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa.
Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabe, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité.
Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotées de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers, ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement changeait de face, les Harapéens ont fait leurs valises et se sont dirigés vers des terres plus hospitalières. Avez-vous déjà entendu parler du Minotaure? La bête à tête de taureau et au corps d'homme, pourchassant les valeureux aventuriers dans un dédale sans fin. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle vieille histoire. C'était l'un des drames les plus populaires du monde antique, et il s'inspirait de cet endroit, l'île de Crète. Les Minoens vivaient là pendant l'âge du bronze. Ils avaient de magnifiques palais, d'incroyables fresques et une culture si riche qu'elle fascine encore les historiens à ce jour. Ils ont érigé des lieux comme le palais de Knossos, qui était si complexe, avec ses bâtiments à plusieurs étages et ses couloirs élaborés, qu'il aurait pu inspirer tout le mythe du labyrinthe. Leur ingénierie était tellement en avance sur son temps que même leur système d'évacuation était plus avancé que ce dont beaucoup d'entre nous disposent aujourd'hui. L'histoire du Minotaure a également inspiré la trilogie Hunger Games. L'idée d'envoyer des héros pour combattre découle directement des prisonniers envoyés en tribu pour affronter le Minotaure. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle était l'histoire qui vous fascine le plus, et merci d'avoir regardé. Vous souvenez-vous de 2011? Eh bien, ouvrez grand vos oreilles. Un plongeur s'apprête à s'immerger profondément dans les eaux du fleuve Musi, situé au cœur d'une île indonésienne. Il est l'un des nombreux chanceux à avoir retrouvé des artefacts incroyables au fond de celui-ci. Plongeurs et pêcheurs découvrent peu à peu une civilisation de Sumatra disparue depuis longtemps. Connue sous le nom de la Cité éclatante, la cité-État de Sriwijaya était probablement la plus proche d'un véritable Eldorado à avoir jamais existé. Elle a toutefois disparu à la fin du XIIIe siècle. Et jusqu'à récemment, les chercheurs ne connaissaient même pas l'emplacement exact de celle-ci. Imaginez une civilisation bâtie sur un fleuve, un véritable monde aquatique, selon les archéologues qui ont étudié Sriwijaya. Les maisons, les marchés et les lieux de culte ont été érigés sur des pilotis de bois au-dessus du niveau de l'eau. Ses habitants se déplaçaient, comme les Vénitiens modernes, dans de simples bateaux. Sriwijaya était connu comme un empire maritime prospère et respecté. Il a existé du 7e au 11e siècle. Il faisait partie de la route de la soie, et toute personne voyageant d'est en ouest devait transiter par la cité. Ses souverains étaient avisés et sont parvenus à prendre le contrôle du détroit de Malacca, permettant ainsi à la cité d'obtenir un contrôle total sur les routes commerciales de la région. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son nom avait quelque chose d'honorifique. Sriwijaya se traduit du sanskrit par « éclatante victoire » ou simplement « glorieuse ». La cité était un important comptoir commercial de l'époque. Elle était stratégiquement située sur les routes commerciales les plus influentes de l'ancien monde, ce qui signifie que ses habitants sont devenus extrêmement riches. Les anciennes sociétés les plus prospères avaient pour habitude d'exhiber ouvertement leur or et leurs richesses. Elles utilisaient souvent ces métaux précieux en guise d'offrandes à leurs divinités, ou
elles les utilisaient pour créer de grandes statues et pour en faire les parures de leurs rois et de leurs reines, ainsi que les décorations de leurs palais. Sriwijaya n'échappait pas à la règle. Des plongeurs indonésiens, qui ont exploré la moitié du fleuve Musi près de la ville de Palembang, en ont retrouvé certaines traces. Jusqu'à présent, ils ont découvert une statue grandeur nature de Bouddha, des bijoux incrustés de pierres précieuses, des cloches de temple, des miroirs, des cruches en or, et bien d'autres objets. Aucune fouille archéologique officielle n'a été effectuée dans la région. Ces artefacts sont donc les premiers éléments de l'empire de Sriwijaya jamais retrouvés. Sean Kingsley, un archéologue maritime britannique qui a rapporté ces découvertes, ne cache pas sa surprise. Longtemps, les gens ont spéculé sur la véritable richesse de Sriwijaya. Et il semble que les rumeurs aient été confirmées. Nous partons de zéro, dit-il. Nous ne savons pas quels vêtements portaient les habitants de Sriwijaya, quels étaient entre leurs goûts, ou quel genre de poteries ils utilisaient pour se nourrir. Même si cette découverte a suscité un certain enthousiasme dans la communauté scientifique, il y a un revers à cette médaille. Les plongeurs et les pêcheurs revendent les artefacts récupérés sur le marché international des antiquités, avant même que les archéologues n'aient pu les examiner. Les chercheurs pourraient essayer d'acquérir certains articles, mais ils sont vendus pour des millions de dollars à travers le monde entier. La plupart des informations dont nous disposons au sujet de cet Eldorado de l'Orient provient des récits de marchands. Ces descriptions relatent que Sriwijaya était un royaume de serpents, mangeurs d'hommes et de perroquets multilingues. Voilà qui n'est pas banal. Certains affirment que ces volcans actifs donnaient à la cité un aspect irréel et inquiétant. Et toutes ces histoires soulignent la quantité d'or dont elles foisonnaient. Les récits de voyage étaient une façon courante de décrire les villes dans les temps anciens. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est ainsi que la légende d'Eldorado a débuté à l'origine. Alors que les explorateurs européens débutèrent leur excavation des terres sud-américaines au XVIe siècle, il se disait qu'une civilisation amazonienne avait pour coutume de peindre ses chefs en or et d'offrande aux divinités. La légende de El Hombre Dorado, alias l'homme doré, a commencé à se répandre rapidement à travers l'Europe. Il s'est avéré que ce n'était là que la pratique cérémonielle d'une civilisation précolombienne. Celle-ci n'indiquait aucunement des ressources en or illimitées. Personne ne sait ce qui a provoqué le déclin de l'empire Sriwijaya. Certains avancent que ces volcans actifs auraient pu l'engloutir, ou peut-être que les maisons de bois construites au-dessus du fleuve ont fini par couler. Peut-être que si les plongeurs continuent de récupérer des objets perdus au fond de l'eau, les archéologues pourront déterminer ce qui est vraiment arrivé à la ville. Il semble que cela soit assez courant dans l'histoire du monde. Certaines civilisations anciennes ont disparu sans laisser de traces, comme cela s'est produit avec la civilisation Maya, par exemple. Les Mayas ont réussi à bâtir l'un des plus grands empires de l'Amérique précolombienne. On pensait qu'il abritait plus de 2 millions de personnes, et il a prospéré pendant plus de 6 siècles. Sa disparition soudaine est une chose qui intrigue les archéologues et les scientifiques. Les Mayas ont commencé à s'implanter en Amérique du Sud dès 1500 avant notre ère. Leur civilisation s'étendait de la péninsule du Yucatan au Mexique jusqu'au Guatemala en passant par le Belize. On pense qu'ils ont érigé environ 40 villes à l'apogée de leur empire. Ils ont également développé un système complexe de hiéroglyphes qui est étudié depuis sa découverte par les scientifiques modernes. Les Mayas étaient de fervents ingénieurs, astronomes et agriculteurs. Il s'agissait d'un peuple post-nomade qui s'était installé dans de vastes zones de terres agricoles, où ils pouvaient cultiver du maïs et d'autres types de légumes. Les archéologues en apprennent encore beaucoup sur la civilisation maya en inspectant ses ruines. La ville de Chichén Itzá, située dans la péninsule du Yucatan, est l'un des sites mayas les plus importants découverts à ce jour. Le site compte un total de 26 ruines et abrite une pyramide mondialement célèbre, connue sous le nom d'El Castillo. Elle se compose d'une série de terrasses carrées avec des escaliers sur chacun des 4 côtés du temple. Elle a été construite en hommage au dieu serpent à plumes. Les Mayas étaient de tels prodiges de l'architecture qu'ils ont réussi à construire une pyramide qui projetait une ombre particulière. Plus précisément, en fin d'après-midi pendant les équinoxes de printemps et d'automne, la pyramide projette plusieurs ombres triangulaires qui créent l'illusion d'un serpent à plumes rampantes long de l'édifice. Et ils ont créé cela sans aucune des technologies que nous avons aujourd'hui. La ville est tellement incroyable que depuis 2007, elle est considérée comme l'une des 7 merveilles du Nouveau Monde.
La civilisation maya a prospéré pendant plus de 6 siècles grâce à un système de gestion des ressources avisé et à de solides connaissances astronomiques. Les Mayas étaient capables de prédire avec précision les éclipses et, au seul moyen de leur technologie rudimentaire, pouvaient même localiser Vénus et Mars. Ils avaient mis tout ce qu'il fallait pour prospérer beaucoup plus longtemps qu'ils ne l'ont réellement fait. C'est pourquoi la chute des Mayas intrigue autant les scientifiques modernes. Personne n'a été capable de comprendre tout à fait ce qui a conduit à leur déclin, du moins jusqu'à une découverte récente. Une étude réalisée par la NASA prétend pouvoir expliquer ce qui aurait pu se passer. Les archéologues ont découvert un échantillon de pollen piégé pendant plus de 1200 ans dans d'anciennes couches de sédiments lacustres, qui remontent à l'époque précédente pour le fondement de cette civilisation. L'analyse a révélé quelque chose de complètement nouveau sur les Mayas. Au lieu des hypothèses qui suspectaient que les Mayas auraient disparu en raison d'une terrible épidémie ou d'un conflit prolongé dans la région, cela pourrait être dû à la déforestation. Il se peut que pour construire tout leur royaume, ils aient dû abattre beaucoup d'arbres. Sans arbres, leur sol aurait pu s'éroder, et toute leur terre fertile aurait pu lentement mais sûrement devenir stérile. Selon les chercheurs de la NASA, les températures dans la région auraient pu augmenter d'environ 6 degrés. Et à partir de ce moment-là, le sol serait devenu encore plus sec, et les cultures plus difficiles à entretenir. En gros, la NASA dit que les Mayas sont devenus incapables de faire la seule chose qui les faisait prospérer, à savoir l'agriculture, et leur royaume a commencé à décliner. Ah, oui, et cette théorie a été étayée par une autre découverte. Les archéologues ont retrouvé des squelettes datant de l'époque de leurs anciens royaumes. Ceux-ci présentaient des signes évidents de malnutrition. Cette théorie pourrait réellement apporter un nouvel éclairage sur l'histoire des Mayas. Elle pourrait expliquer ce qui a conduit à la chute d'une civilisation aussi puissante. Qu'en pensez-vous? Quelle théorie semble vraie? Avons-nous réellement réussi à découvrir la raison de la chute de la civilisation Maya?